Bienvenue à notre café prêt sur donc le document d'évaluation des risques professionnels. Es-tu conforme à la réglementation? Rapidement, je vais présenter un petit peu ce que fait la société. Donc, on est vraiment spécialisé en santé et sécurité au travail. On a quatre finalement volets domaines de compétences. Le premier, c'est les chargés de prévention, c'est-à-dire qu'on a une équipe en fait d'experts en prévention. Et l'idée, c'est pour les entreprises qui n'ont pas, par exemple comme dans ton entreprise, deux personnes à plein temps sur la partie hygiène, sécurité et conditions de travail. L'idée, c'est de pouvoir intervenir dans les entreprises. Donc ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour bosser des sujets de fond en santé et sécurité au travail. Donc les sujets de fond, ça vraiment, ça va dépendre des différentes entreprises. Donc au départ, vous verrez dans les plaquettes, on avait listé un certain nombre de choses, puis finalement, on nous demande toujours d'autres choses. Et comme c'est dans nos cordes, on va rajouter ce qui fait partie en fait de nos fonctions. Ensuite, donc, on est un organisme de formation. Donc là, vous êtes dans notre centre de formation, donc toujours dans le thème de la santé et de la sécurité au travail. Donc ça peut être du geste et posture, l'habilitation EDEC, chimie, bruit, les sensibilisations amiantes, secourisme. Enfin, voilà, on reste vraiment dans notre cœur de métier. Ensuite, on réalise des évaluations des risques professionnels, donc je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. Et puis les audits. Donc les audits, ça peut être soit vis-à-vis du Code du travail, vous souhaitez savoir si votre entreprise respecte bien tout le chapitre 4 du Code du travail. Et puis on fait aussi beaucoup d'audits qu'on appellera risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'il y a un signalement de souffrance au travail. Et l'idée, c'est de savoir un petit peu si qu'est-ce qui se passe en fait, si vraiment les faits sont avérés ou pas, et on va proposer du coup des actions derrière. Donc voilà rapidement pour la présentation de la société. Alors aujourd'hui, donc on est là sur notre donc, troisième café Prève. Donc le café Prève, c'est quoi? C'est une occasion donc unique d'échanger donc avec des experts du domaine de la prévention sur des thématiques particulières en prévention. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des thématiques particulières que vous souhaiteriez qu'on développe, pourquoi pas? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait, on a choisi nos dates pour 2024, mais pas forcément établi encore tous les thématiques. Donc on peut encore moduler là-dessus. L'idée, c'est que ce soit une participation du coup gratuite, mais par contre sur inscription, comme je vous disais tout à l'heure au café, la salle est limitée, donc je peux pas recevoir non plus tout le monde. Donc l'idée, c'est d'avoir un certain nombre d'inscrits, et une fois qu'on est vraiment booké, je clôturerai les inscriptions. Alors pour me présenter, oui quand même, j'ai oublié la petite présentation. Donc moi, je m'appelle Marilyn Ecker, donc je suis intervenante en prévention des risques professionnels, habilitée par l'inspection du travail. Du coup conseiller les entreprises. Alors le programme aujourd'hui, je vais vous laisser aussi parler. On va avoir quelques idées reçues vis-à-vis de l'évaluation des risques. On va parler bien sûr de réglementation, puisque c'est aussi important de savoir bien ce qui est encadré ou pas. Et les principales erreurs rencontrées en Polynésie, même si du coup on en a un petit peu parlé comme ça en introduction. Et enfin, on verra des conseils. Donc là, j'apporte les principes d'une bonne évaluation des risques, comment ça doit fonctionner. Alors, on va commencer par quelques idées reçues. Je vais vous poser du coup quelques questions. À votre avis, il existe des modèles ou des formulaires réglementaires préétablis? Est-ce qu'on peut trouver sur Internet ou n'importe où quelque chose qui vous ferait directement votre évaluation des risques comme ça? On trouve des choses toutes Des faites. modèles de tableau, Ouais, posés par la CPS, je pense d'ailleurs eux qui ont mis en ligne. Et ouais, après, tu veux dire un outil où on mettrait tout, il mouline et il nous sort. ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui se fait tout seul? Parce qu'il y a des critères. Ça dépend peut-être de l'activité de l'entreprise. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc l'idée, c'est que oui, on peut trouver des choses sur Internet, notamment, on va dire, une espèce de trame, un modèle. Mais moi, je dis toujours à mes clients, il faut que ce soit adapté à votre société. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'entends des clients, ah ben nous, on a mis bruit. Ah, t'as une machine qui fait du bruit, t'as quelque chose? Bah non. Bah alors pourquoi tu le gardes? T'embêtes pas à analyser des choses qui ne te concernent pas. D'accord? Ensuite, à votre avis, le document unique, le DU, et le document d'évaluation des risques, le VRP, est-ce que c'est la même chose? Et c'est pas. Et dans le DU. Tu aurais une idée? Non, tu sais pas? Alors, c'est vrai. En métropole, on appelle ça le document unique.
Et en Polynésie, c'est le document d'évaluation des risques professionnels. Mais c'est le même document. C'est-à-dire que si vous avez besoin de documents pour vous aider pour aller chercher des choses, par exemple sur le site de l'INRS, l'Institut national en recherche et sécurité, c'est vraiment, moi je suis tout le temps sur leur site, hein, vraiment j'adore ça. Ils sont vraiment une source de propositions et de choses de qualité, d'expertise. Donc en fait, si vous cherchez des choses là-dessus, ce sera sous forme de document unique, puisqu'en métropole, les textes sont comme ça. Pourquoi on appelait ça le document unique? Parce qu'à l'époque, c'était un document où on parlait de prévention et on regroupait toutes les choses. En fait, comme ça, on avait tout dans le même document. Le document d'évaluation des risques, est-ce que c'est un document éphémère? Euh, il faut le mettre à jour régulièrement, c'est un Il document. faut le mettre à jour régulièrement. Ouais. Donc, éphémère, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se périme en soi, mais c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est un outil d'amélioration continue. Donc en fait, tu le fais à un moment donné, mais il faut le faire évoluer, d'accord? Mais ça restera toujours la même trame si tu veux, d'accord? Mais qu'on garde sur plusieurs années. Alors, définition générale. On parle un petit peu qu'on mette les bases. Donc c'est imposé par la réglementation. L'évaluation des risques est considérée finalement comme le point de départ. Toute démarche de prévention, si tu veux travailler en santé-sécurité, c'est le premier document que tu dois faire. Donc tout point de départ à toute démarche de prévention, de sécurité, et ça permettra d'améliorer les conditions du coup de travail de vos collaborateurs. Il permettra également d'améliorer finalement l'image de votre entreprise, parce que s'il y a plein d'accidents de travail, s'il y a plein de maladies qui sont issues de votre entreprise, forcément, quelque part, l'image de marque de votre société, surtout en Polynésie, tout le monde se sait, tout se sait rapidement, donc c'est important de bosser sur ça. Et puis, pourquoi s'intéresser à ça? Bien sûr, ça va vous réduire les coûts en cas d'accident du travail, coûts pour les maladies professionnelles et bien sûr l'absentéisme. Parce que quelqu'un qui a peur, par exemple, on parlait de travaux hauteurs par exemple tout à l'heure, quelqu'un qui a peur d'aller monter comme ça en très très haut avec une nacelle, etc. Forcément, il va pas être dans de bonnes conditions et il va pas être très très productif. Tu vois, il va venir au travail un peu très stressé et voilà, pas bien dans ses petits souliers. Alors ensuite, on va parler des obligations réglementaires. Alors je sais que c'est pas la partie la plus passionnante, mais pourtant il faut quand même qu'on en parle. Donc je vous ai vraiment cité, donc à chaque fois en bas vous avez la référence du code article en local. Donc quand c'est du local, petite info parce que des fois les gens ne le savent pas forcément, les articles en Polynésie c'est les codes du travail, c'est des lois de pays, donc LP. Si on retrouve L quelque chose, c'est un article en métropole. Donc LP 4121, c'est vraiment la base en Polynésie française sur l'évaluation des risques. Donc on nous dit à l'intérieur, l'employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de faire tout ce qu'il faut pour que votre staff soit en sécurité. Protéger également la santé, c'est pour ça qu'on parle d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La santé, si on détaille un petit peu, c'est la santé bien sûr physique, mais aussi on parle de mental. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a tendance à parler beaucoup de risques physiques, mais les risques psychosociaux, on n'en parle pas beaucoup sur le territoire. Et malheureusement, l'employeur, il est garant de ta santé physique, mais aussi mentale. Donc il faut faire une évaluation qui prenne en compte les risques physiques, mais aussi les risques psychosociaux. On nous dit également dans cet même article des travailleurs de l'entreprise, y compris les travailleurs temporaires. Des fois, on me dit, ah, j'ai un intérimaire, mais je l'évalue pas. Mais pourquoi? Il est sur ton site, il y a quelque chose qui lui arrive, tu es responsable aussi de cet intérimaire-là. Et puis les travailleurs indépendants. Ici, sur le territoire, il y a beaucoup de patentés, hein, et on a tendance à dire, mais ils sont patentés, ils sont extérieurs à l'entreprise. Non, ils travaillent quand même pour toi. Donc que ce soit un patenté, un intérimaire, un stagiaire, un apprenti. Les quoi? Pour les CDD aussi dans la. Les CDD, oui, c'est pareil. Qu'ils soient en CDI ou en CDD, il a un contrat, tu es responsable en tant qu'employeur. D'accord? Donc c'est vraiment important. Dès que tu as un salarié, il faut vraiment analyser les risques. Ensuite, je vais faire un petit focus sur l'obligation de sécurité de résultat. Au départ, dans les premiers textes, on nous disait l'employeur il a une obligation de moyens. C'est-à-dire que, par exemple, je prends les chaussures de sécurité, il y a un risque de se faire tomber des objets sur les pieds, on fournissait les chaussures de sécurité, c'était fini, on avait fait notre part du marché en termes d'obligation de moyens. On donnait les chaussures, c'était fini. Maintenant, le texte a changé, c'est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on doit vérifier
que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que tes chaussures, elles sont coque renforcée, antidérapant, en fonction du risque en fait. Là aussi, c'est pareil. Des fois, on me dit, j'ai acheté des chaussures de sécu pour tout le monde pareil. Dans l'entreprise, il y a différents corps de métier. On n'a pas tous les mêmes risques. Donc, il y en a qui ont besoin des semelles renforcées parce qu'il peut y avoir des clous. Il y en a qui ont des chutes d'objets, donc c'est une coque renforcée. Il y en a qui ont besoin que ce soit imperméable, antidérapant. Enfin, voilà. Il faut vraiment analyser le risque. Et l'employeur doit s'assurer qu'en fait, ce qu'il a mis à disposition, c'est conforme, c'est-à-dire que c'est adapté au risque. D'accord. Donc, ces mesures comprennent des actions d'identification. Donc, c'est bien ce qu'on fait dans l'évaluation des risques. C'est le but un peu d'identifier. En fait, moi, je fais toujours le parallèle sur, comment on dit, l'évaluation des risques. Pour moi, c'est un petit peu la carte d'identité sécu de la société. C'est-à-dire qu'on fait un état des lieux de ce qui se passe et on va proposer des choses. D'accord. Donc, il y a les actions d'identification et de prévention des risques professionnels. L'idée, c'est pas juste de dire, il y a le risque incendie et puis c'est fini. C'est d'analyser, OK, qu'est-ce qu'on peut faire derrière. C'est ça le plus intéressant, c'est de fournir un plan d'action. Donc, l'employeur se doit d'identifier, de prévenir les risques professionnels, des actions d'information et de formation. C'est-à-dire que si dans l'évaluation des risques, vous avez déterminé, je sais pas, je vous dis une bêtise, nous, on utilise des produits chimiques, tu dois former ton staff aux produits chimiques. Il doit comprendre les risques derrière, quels gants utiliser, quel masque utiliser, comment ça fonctionne. Le bruit, c'est pareil, manutention, tous les risques derrière, vous devez l'informer en tout cas et le former pour une bonne utilisation. La mise en place d'une organisation et des moyens adaptés, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les chaussures de sécurité, vous devez avoir les bonnes chaussures de sécurité. Les moyens doivent être vraiment adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances, c'est-à-dire que si, je sais pas, tu changes de machine, tu t'agrandis, il va falloir justement veiller à ce que ton évaluation, elle reste conforme à tout ça, d'accord? Des fois, j'entends des sociétés qui me disent: «Ah mais telle machine, on l'a plus depuis des années». Alors pourquoi elle est encore dans ton évaluation des risques? Ça n'a plus lieu d'être. Par contre, la petite nouvelle machine là qui est arrivée le mois dernier, on n'y a pas pensé non plus. Et pourtant, elle a d'autres risques, peut-être de coupure, de brûlure, peu importe, mais il faut les analyser. Tendre à l'amélioration des situations existantes, c'est-à-dire que on- ça peut évoluer. Par exemple, un produit chimique, à un instant donné, il peut être, je sais pas, cancérigène. Et puis, il y a d'autres évolutions dans la technologie, etc., des nouveaux produits qui sortent tout le temps. Donc, c'est important de pouvoir changer, en fait, et d'essayer toujours de réduire le risque. Donc, améliorer les situations existantes. Pareil pour les manutentions, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi qui parle beaucoup. Il y a maintenant plein d'outils qui font qu'on fait vraiment attention au dos, donc d'aide à la manutention, notamment les exosquelettes. On les a vus au JSST. Donc voilà, il faut tenir compte des nouvelles technologies toujours, toujours. Donc à un instant T, dans votre évaluation des risques, vous avez estimé tel risque et telle mesure de preuve, mais on le remet à jour régulièrement aussi pour faire évoluer un petit peu tout ça. Donc, toujours l'idée d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Donc, autre article 4121-3, évaluer les risques. Donc là, on nous dit l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication. Si par exemple, je sais pas, tu utilises une machine qui est super dangereuse et une autre machine pas dangereuse, bah, tu vas choisir forcément la moins dangereuse. Après, j'entends bien qu'il y a la partie productivité derrière, hein. Donc, il faut trouver un bon compromis entre une super productivité et en même temps pas détériorer la santé de vos collaborateurs. Sinon, bah, à un moment donné, bah, tu n'auras plus personne pour faire tourner ta machine. Les équipements de travail, c'est la même chose. Les substances sous préparation chimique, je vous ai donné un exemple. L'aménagement ou le réaménagement. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça peut être aussi, je sais pas, tu as un gros surcroît d'activité, tu décides de t'agrandir, tu as un autre bâtiment, mais ton évaluation, tu dois la remettre à jour. Parce que du coup, dans le nouveau bâtiment, c'est pas forcément les mêmes risques. Peut-être qu'il y a une petite marche pour aller de l'atelier à l'autre. Peut-être qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui peut heurter la tête parce que tu passes d'un endroit à un autre. Donc, il va falloir toujours réanalyser dès qu'il y a des changements, en fait. Donc, l'aménagement et le réaménagement, des lieux de travail, des installations, et dans la définition des postes de travail. À la suite de cette évaluation, l'employeur doit mettre en œuvre les actions de prévention. C'est-à-dire que des fois, j'entends des employeurs qui me disent « Mais je comprends pas, l'inspection, elle me dit que mon évaluation, elle n'est pas bonne. »
Ah ouais, mais en fait, tu as juste fait l'évaluation Voilà. ou tu as fait venir un prestataire, parce que des fois, moi, je l'entends, hein, on nous fait venir, mais derrière, les actions sont pas mises en place. Ton évaluation n'est pas valable, en fait. L'évaluation, elle est, on va dire, finie. C'est comme un steak frites sans les frites. Il manque un truc, en fait, quand tu n'as pas le plan d'action. Donc, il faut vraiment analyser les risques, donc faire les cotations et tout ça, mais derrière, il doit en sortir un plan d'action. Ça, c'est vraiment important. Après, j'entends bien que pour les premières fois, quand on fait une première évaluation, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, mais elles sont priorisées. L'idée de l'évaluation, c'est qu'on vous donne, alors nous, on le fait sous forme de code couleur, mais peu importe le moyen. L'idée, c'est de hiérarchiser les principaux risques, les principales mesures qu'il faut mettre en place pour faire avancer les choses. C'est un outil d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'à un instant T, il y a peut-être ça comme état des lieux d'un point de vue santé-sécurité dans votre entreprise, mais l'idée, c'est d'évoluer petit à petit sur des meilleures conditions de travail. Donc, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Celles-ci sont intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Des fois, on me dit, ah, on va faire que tel site, par exemple. En fait, non, tous les bâtiments que tu as, tu dois faire cette évaluation à tous les niveaux d'encadrement. Là aussi, des fois, j'entends, ah oui, mais on va faire que la partie, on va dire, plus opérationnelle, technicien, et on va pas faire l'administratif parce qu'il y a pas de risque. Si, il y a des risques aussi pour l'administratif, et notamment les risques psychosociaux. Il peut y avoir aussi l'ergonomie du poste de travail sur écran, la luminosité, les risques électriques, incendie. On retrouve certains risques aussi. Donc, on va pas faire que forcément les gens de terrain, mais vraiment toute l'entreprise. Donc, ce document contient l'analyse des principaux risques auxquels sont exposés vos travailleurs et les principales mesures de prévention adoptées pour les risques analysés. Donc, c'est vraiment les deux qu'il faut faire. C'est l'évaluation, mais aussi la partie plan d'action. Okay. Et la partie plan d'action, je dirais, c'est la partie la plus intéressante, en fait, hein, parce que c'est ça qui fait évoluer, qui fait bouger un petit peu vos actions en prévention. Alors, quels risques connaissez-vous? Vous voyez un petit peu quels sont les risques qu'il peut y avoir dans une entreprise. Là, comme ça vous parle déjà, parce que depuis tout à l'heure, je parle de risques, mais qu'on soit bien sur les mêmes choses. Je vais vous donner des exemples après. Le produit chimique, ça risque de chute, avec le client aussi. Oui. Donc là, on va le retrouver dans la partie risques psychosociaux. Hein, alors, dans les risques psychosociaux, tu as la partie en interne et en externe. Donc, en interne, ça peut être harcèlement, burn-out, etc. Et externe, ça peut être, par exemple, si tu as un guichet, contact avec la clientèle qui peut être agressif vers ton staff. Okay. Quoi d'autre? Électrique. Oui. Ouais, geste et posture. De quoi? Incendie. Incendie, ouais. Alors, il y en a plein, en fait. Et on ne se rend pas forcément compte. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. On va voir si les. Alors, je vous ai mis des visuels. On va voir si ça fait écho ou pas. Celui-là, c'est quoi? Chute de plein pied. Celui-là, quelqu'un qui tombe avec son téléphone, parce qu'il regardait son téléphone, il est dans l'escalier. On appelle ça comment? Ça restera de la chute, mais chute de hauteur. Chute de hauteur. Et dans l'escalier, il y en a plein qui tombent quand même. Alors que ce soit le vinyle ou que ce soit avec des cartons encombrants et on voit pas, mais voilà, les chutes de hauteur, ça fait aussi partie de ça. Hein, est-ce que ça vous parle ou pas? Ouais, donc ce serait quoi le risque? C'est la coactivité piéton, chariot élévateur. Circulation, ouais. Circulation en interne, tu peux avoir par exemple un chariot élévateur, un piéton. Il y a beaucoup malheureusement de chariots élévateurs qui viennent percuter les collaborateurs. C'est ça. Parce que des fois on circule les fourches en l'air. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne devraient pas, mais voilà. Ok, super. Et celui-là, photo locale. C'est quoi on reste dans le risque. Ah, dans le risque. Comment on appelle ce risque-là? Déplacement professionnel. Routier, ouais. Mais du coup, le déplacement professionnel, ça rentrera là-dedans. Par exemple, tu as un commercial qui se déplace de client en client. Oui, ou toi, ouais.
Manutention, tout ce qui est gestes et Ouais, postures. manutention. Donc là, on est dans de la manutention manuelle. Et celui-là, Conduite d'engin d'élevage. manutention du coup mécanique. Celui-là, chute de Matériel. ouais, d'objets. On appelle ça chute d'objets. Donc en fait, les chutes, il y en a 3. Plein pied, objet et hauteur. Ok. Celui-là, Oui. le bruit, bien sûr. Le bruit à ne pas négliger non plus. Des fois, on a tendance à se dire, il y a que les usines, les grosses boîtes, machin, avec des grosses machines qui font du bruit, mais ça peut être aussi un photocopieur qui, toute la journée, voilà, sort énormément, ou est dans un open space, et t'as le collègue qui parle énormément fort, ou qui a plein d'appels, et que du coup, bah, ça te stresse. D'accord? La musique du voisin. Ouais. Oui, ça peut aussi, oui, oui. Celui-là, c'est quoi? Les produits chimiques. Les produits chimiques. Donc là aussi, la partie chimique, on a tendance à se dire, ouais, il y a que certaines entreprises qui sont touchées, mais en fait, rien que pour nous tous, le nettoyage, tout simplement, ça en fait partie aussi. Celui-là. Ouais. Microbes. Alors, ça peut être leptospirose, chikungunya, dengue, coronavirus. Enfin, voilà. Là, c'est biologique. Celui-là. L'utilisation des outils. Les outils. Donc là, ouais, hein, les outils de travail. Donc là, clairement, c'est la couture. Celui-là. Température. Donc là, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une pizzeria, une boulangerie, mais il est au four, donc il fait très très chaud. Quelqu'un qui est dans un frigo, une chambre froide, hein, tout simplement. Parce qu'on a tendance à dire, ah, mais en Polynésie, il n'y a pas le froid. Merde, si, il y en a qui travaillent aussi. Ouais. Bien sûr, les chambres froides. Hein. Incendie. Incendie, ouais, très bien. Celui-là, tu l'as dit tout à l'heure. Les risques psychosociaux, ouais. Électrique. Donc on voit que depuis tout à l'heure, il y en a plein quand même. Hein. Il y en a à peu près une vingtaine. Une vingtaine. Celui-là, ça serait quoi? Alors, c'est pas électrique. Une ampoule. La lumière. Ouais, la luminosité. Donc en fait, il y a des postes de travail où des fois, bah, tu as le reflet. Par exemple, quelqu'un qui a un guichet avec des portes vitrées, tu as le reflet du coup au niveau des yeux, c'est super désagréable. Ou tu as des fois des postes où tu as besoin de vraiment une très très bonne luminosité. Par exemple, les greffeurs, les horlogers, etc. Donc des choses minutieuses où tu as besoin d'une bonne luminosité. Et puis des fois, pareil, poste de travail sur écran, des fois on me dit, ah mais en fait j'ai la vue qui baisse, etc. Mais c'est pas forcément l'âge, c'est tout simplement parce que tu as une mauvaise luminosité dans ton poste de travail. Ok. Ensuite, un petit peu plus subtil. Voilà, des sources radioactives. Ouais, ondes, rayonnement, donc ça peut être les micro-ondes, les radios quand tu vas chez le médecin, ça peut être les portiques à l'aéroport, enfin voilà, on peut retrouver plein de choses quand même. Hein. Ok. Ça, c'est des troubles musculo-squelettiques. La Les vibrations. Les vibrations. Ouais. Donc vibration, tu peux le retrouver. Donc là, c'est main, c'est-à-dire que bah, le marteau-piqueur, hein, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais tu as aussi d'autres, par exemple des perceuses, des choses comme ça, qui vibrent énormément. Donc ça peut déclarer certaines pathologies. Et puis tout ce qui va être vibration du corps entier. Donc quand tu es par exemple dans des tractopelles, dans des choses comme ça. Les cases là, c'est aussi des conséquences pour la santé. Ensuite, ouais, on va parler aussi d'hygiène, hein, parce que tu dois être dans un endroit quand même propre. C'est-à-dire, il y a des fois des visites de près que je fais, ben, c'est des endroits complètement insalubres. Donc voilà, on fait attention au nettoyage, on va dire, général. Et puis celui-là, c'est plutôt les sanitaires. Hein. Et donc, dans le code du travail, on te dit bien, les sanitaires doivent être nettoyés tous les jours. Des fois, j'entends, ah oui, mais on n'est pas nombreux, c'est une fois tous les... Alors, en fait, non. C'est important de nettoyer tous les jours, ouais. Et c'est un sanitaire un sanitaire homme pour 10 hommes et un sanitaire femme pour 10 femmes. Et les toilettes doivent être séparées, hommes et femmes. Ça fait aussi partie du code de travail. Des fois, ça grince un peu parce qu'il n'y a pas forcément la place dans le chiffon tué dans les locaux. Celui-là, c'est quoi? Une noyade, ouais, tout à fait. Ok, donc on a vu
plein de risques. Vous voyez, alors j'en ai mis que quelques-uns. Il y en a en fonction de vos activités qu'il faut du coup un peu plus développer. Mais là, on a les principaux. Elle est assez générique. Donc on voit qu'il y en a plein et que c'est pas forcément évident de pas forcément en oublier. Donc c'est pour ça qu'on le fait régulièrement pour toujours affiner en fait votre évaluation des risques. Alors là, je vais vous proposer un petit exercice que j'affectionne beaucoup, qui est donc là pour le coup, j'ai pris une source de l'INRS. Nous, on le fait quand on fait les formations, on a plein d'outils. Donc il y en a qui sont en statique, comme là on va voir, où je vais vous laisser le temps de voir les risques et puis on va pouvoir échanger dessus. Et après, sinon, nous, on a aussi un logiciel qui est vraiment top, où en fait, c'est sur un temps donné, tu as un nombre de clics imparti, donc en général, c'est 10 ou 20 risques à trouver. Et en fait, tu dois cliquer pile poil au bon endroit, sinon ça te décompte des points. Et après, tu as un score du coup sur 20, et entre différents collaborateurs, ça permet de faire un peu le challenge, de gamification en fait de cet exercice-là. Alors, on va voir du coup si ça vous parle ou pas. Est-ce que vous repérez des risques? Il y en a à peu près 10, je crois. Qu'est-ce que vous voyez qui vous interpelle et quel serait le risque? Il y a des travaux en hauteur. Alors, sur lequel? Celui qui est sur le marchepied. Oui. Alors, est-ce que je De peux marche. entourer ou pas? Pointeur laser, stylet. Je vais voir. Donc, celui-là. Ok. Et qui est sur le toit aussi. Oui. Sur l'échafaudage aussi. Alors, l'échafaudage, c'est quoi le risque? Risque de chute aussi, non? Est-ce que c'est chute de quoi? Chute de- Chute d'objet, ouais. Là, regarde la caisse. Il n'y a pas le petit, ouais, la petite barre en dessous. Ok. Donc là, on est à 3. Ensuite, Celui en bas à gauche, c'est pour la posture. celui-là? En bas à gauche. Ah, celui-là? Pas celui-là. En dessous. Ah, tu vois pas ma souris? Oui, Ah, pardon. Celui-là? oui. C'est pour les gestes de posture et pour Ouais, mais là, du porter coup, les il flous. le fait bien. Ouais. Lui, il le fait bien. Ok. Mais du coup, lui, pour le risque, c'était que là, ça vienne sur lui, là. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a le risque de produits chimiques, là, on est Celui-là, ouais, produits chimiques. Tout à fait. En plus, on voit, hein, pour le coup, là, pour le visuel, ils ont mis quelque chose de vert, mais le produit chimique, tu le vois pas forcément, hein, de base. Ok. Aussi électrique. Elec, celui-là, oui, bien sûr. Ok. Le risque de vibration, c'est ce que tu avais dit, hein, celui-là avec la perceuse. Alors, celui-là? Oui. Ouais. Il y a autre chose sur celui-là. Le bruit. Le bruit. Ouais. Ils ont pas de casque anti-bruit. Quoi d'autre? Après, à droite, dans la fenêtre, là, c'est pour l'inhalation poussière ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ou des protections respiratoires adaptées. Oui. Donc, on reste sur de la partie chimique. Ouais. Ah, c'était bien poussière. Ouais. Oui, je pense. Après, c'est pas évident sur un visuel, mais après, dans vos entreprises, en voyant vos opérateurs, c'est plus facile, hein. Quoi d'autre? Celui qui va peut-être se prendre des fils, là, celui qui est en bas. Il regarde en haut, il va peut-être. C'est ça. C'est ça. Chute de plein pied, lui. Ok. Celui qui est à droite, enfin, l'image de droite, c'est la machine. Est-ce qu'elle peut lâcher? Je sais pas. L'absolu, là, c'est Ouais. ouais. Là, c'est chute d'objet, hein, clairement, c'est pas. Ok. Bon, ça va. Je vois que vous maîtrisez bien. Alors, voilà, je vous montre le résultat. Donc, c'est très bien fait, hein, au niveau des INRS. On voit tout de suite, du coup, donc là, entourer les 10 risques, hein, qui étaient présents et en expliquant justement les conséquences, donc les chutes de hauteur, chutes d'objets, etc. Donc ça, c'est une première étape, c'est d'être en capacité de par votre œil, en fait, de voir un peu les risques qui vous entourent. L'idée, ce qui est bien dans une évaluation, c'est de coupler avec une personne extérieure qui ne fait pas ce métier-là, parce qu'il y a des fois des choses qui vont vous interpeller, et une personne qui fait vraiment le métier, parce qu'elle, elle est du coup au quotidien et va vous dire peut-être des choses que, comme ça, en voyant une fois, tu ne vas pas forcément voir.
Donc l'idée d'une évaluation, c'est pas quelque chose qui va se faire dans un bureau. En fait, des fois, j'entends trop des gens qui me disent ah mais nous on le fait sur un coin de bureau. Non, c'est pas comme ça une bonne évaluation en tout cas. C'est d'aller sur le terrain, de regarder un petit peu ce qui se passe et puis d'échanger avec les collaborateurs. Hein, ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Alors, toujours dans mes obligations réglementaires, pour finir, l'évaluation des risques s'impose à l'employeur, que ce soit aux établissements ou groupements de toute nature, que ce soit public, privé, que ce soit aux ateliers où ne sont employés que des membres de la famille, parce que là aussi j'entends souvent ça sur le territoire. Ah oui, mais je travaille avec mon papa, mon oncle, mon cousin. Mais en fait, tu es quand même employeur, donc tu les rémunères. Et aussi les travailleurs indépendants. Donc les patentés, pareil, ça en fait partie. Si tu utilises que des patentés, mais pareil, tu dois faire ton évaluation du coût des risques. Elle concerne chaque entreprise ayant au moins un salarié, donc 1, 2, 3, etc. Mais dès que tu en as un, tu dois le faire. Donc, des fois, on me dit, ah, mais j'en ai qu'un. Ouais, tu es quand même responsable de lui s'il arrivait quelque chose. Donc, il faut te mettre à jour. Sous forme de documents écrits. Donc, il n'y a pas, en fait, le code du travail ne va pas te dire il faut ça, 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 ça. C'est pas précis du tout. Tu es libre on va dire, sur la trame. Maintenant, à toi de voir un petit peu la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a des choses de base qu'il faut avoir. Donc, notamment le risque, la situation dangereuse, c'est-à-dire vraiment aller plus loin, aller dans le détail. C'est-à-dire que risque, si je te dis juste incendie, c'est pas assez précis. Par exemple, situation dangereuse, ce serait j'ai un collaborateur qui fume à côté de palettes. D'accord? Donc on reste dans le risque incendie. Ensuite, on va éventuellement déterminer le danger qui peut le danger, comment on appelle ça? Les conséquences, donc c'est-à-dire maux de tête, accident du travail, coupure, etc. Ensuite, on va analyser la gravité et la fréquence. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de voir avec vos collègues, d'échanger avec eux, ceux qui sont en train de faire l'activité, parce que eux vont vous dire, ça je le fais tous les jours, ça je le fais une fois par an, par exemple. Ensuite, on va déterminer, en fonction de cette gravité et cette fréquence, un niveau de priorité. Donc, en général, on multiplie les deux. Ensuite, on va regarder quelles sont les mesures de prévention qui sont mises en place. Donc, par exemple, l'incendie, vous allez me dire, je sais pas, on a les extincteurs. Ensuite, on va recoter ce risque en fonction des mesures que vous avez en place. Normalement, cette deuxième cotation, elle est censée diminuer, c'est-à-dire montrer que ce que vous mettez en place, c'est pertinent. Si la cotation reste au même niveau, c'est que c'est pas suffisant. Donc là, après, on va proposer, par exemple, les formations lutte contre le feu. Il y a aussi tout ce qui on a tendance aussi à l'oublier, c'est tout ce qui est déterminer les guides fils, les serre-fils, les points de rassemblement, faire des exercices incendie, etc. Ça aussi, c'est complémentaire. Et donc, en fonction de ça, on va se dire, OK, dans le groupe de travail, on a proposé telle et telle mesure de prévention. Et après, c'est à la direction de choisir dans le plan d'action qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et c'est là où des fois, ça en reste là, en fait. Et c'est dommage parce que le groupe de travail, les opérateurs ont proposé des choses. Si une année, vous les contactez, ils jouent le jeu, ils vous proposent des choses, mais que vous n'allez pas plus loin au niveau plan d'action, c'est mort. L'année d'après, quand vous allez les recontacter, ah oui, mais on l'a déjà dit, il n'y a rien qui bouge, et c'est foutu, vous aurez plus son retour. Et pourtant, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est vraiment au contact de ce risque-là pour vous dire, ah, mais en fait, on pourrait faire comme ça, on pourrait. Donc, pas de forme vraiment particulière, mais il y a quand même une philosophie quand même à avoir sur quand même certaines choses en tout cas. Je voulais juste vous refaire un petit rappel, on en a parlé en introduction, mais il y a plein de noms finalement qu'on retrouve régulièrement sur ce document d'évaluation des risques. Vous pouvez retrouver le DU, donc on en a parlé tout à l'heure, le document unique, mais aussi le DEVRP, le document d'évaluation des risques professionnels, le DERP, le document d'évaluation des risques professionnels, ou le VRP, l'évaluation des risques professionnels. Tout ça, ça fait beaucoup de lettres, on est d'accord, mais c'est la même chose. Donc, si vous trouvez de la doc là-dessus, c'est vraiment sur ça. Après, je vous dis, si vous trouvez de la doc, attention aussi à pas se perdre sur Internet, parce qu'on trouve des fois plein de choses et c'est pas forcément des bonnes sources. Donc, faites attention à aller sur des sites vraiment compétents en la matière. On pourra en parler aussi tout à l'heure si vous voulez.
Pour moi, ça doit être aussi une démarche participative, c'est-à-dire que c'est pas que, par exemple, l'assistante de direction ou la QHSE qui mène ce document. Il faut vraiment aller au contact de vos collaborateurs pour justement qu'ils puissent vous remonter. Bah là, je suis en difficulté, là, ça me fait mal, là, je ressors avec on utilise tel produit, j'ai des maux de tête, par exemple. Ou alors quand je manutentionne toute la journée, bah, j'ai mal au dos, etc. C'est important d'avoir aussi cette partie échange avec vos collaborateurs. Et puis, il faut pas aussi oublier qu'il y a la médecine du travail qui peut être aussi source de propositions, donc pas hésiter à leur remonter les informations. Et puis les représentants du personnel. Donc dans les sociétés qui, par exemple, ont des CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, donc à plus de 50 salariés, ils ont aussi cette casquette HSE, hein, et du coup sont une source de propositions pour rédiger ce document. Sinon, quand vous avez du coup moins de collaborateurs, à partir de 11, vous avez normalement des délégués du personnel. Et là aussi, ils ont cette casquette-là, hygiène, sécurité, conditions de travail, et ils peuvent rédiger aussi ce document. Alors, en Polynésie, la date limite de mise en place a donc été le 1er janvier 2014, mise à jour autant que nécessaire et au moins annuellement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par autant que nécessaire? C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Dès que tu as, par exemple, un gros surpoids d'activité, tu étais 10, tu avais évalué les risques, maintenant vous êtes 30, ben forcément, il y aura des risques différents. Vous avez décidé de déménager, de vous agrandir, vous avez une nouvelle machine, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme un accident du travail, un suicide dans l'entreprise, bon je vous le souhaite pas, hein, mais ben voilà, il peut y avoir plein de choses qui fait que il faut le mettre à jour. Et sinon, une fois par an, tu te dis, ok, on remet tout à plat, on avait fait ça, qu'est-ce qui a été vraiment fait dans le plan d'action, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et puis on va recoter pour voir si du coup les risques, normalement, l'idée c'est une amélioration continue, donc ça doit baisser petit à petit. Sinon, donc sanction administrative, en Polynésie, elle est de un peu moins de 200 000 francs. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est important du coup de bien la faire. On en parlera tout à l'heure, quelles sont les choses qui fonctionnent pas bien sur le territoire. C'est un document qui est tenu à disposition donc de la direction du travail, donc que ce soit inspecteur ou contrôleur, et puis bien sûr de la CPS, donc le service prévention de la CPS. Attention quand même, en cas d'accident du travail, je rappelle, c'est la base en prévention des risques, c'est-à-dire qu'en cas daté d'accident du travail, c'est le premier document que l'inspection du travail, pardon, la direction du travail, ils ont changé de nom, la direction du travail ou la CPS va vous demander. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce document. Et puis, il y a le cas aussi hein, où malheureusement, il y a eu un accident du travail et puis la famille porte plainte parce que la personne est décédée pour dire qu'il n'y avait pas les choses mises en place dans l'entreprise. Et là, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la fermeture de la société. C'est important de vraiment bien le prendre en compte. On anticipe aussi, c'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des employeurs qui m'appellent, Marilyn, ben, en fait, on n'a pas notre évaluation, on vient de se faire contrôler par l'inspection, viens nous aider. Ouais, mais en fait, on a juste une charge de travail quand même, donc on peut pas venir là quand il y a une mise en demeure ou quoi. Il faut anticiper. Donc bien comprendre les tenants et aboutissants de cette obligation réglementaire. Autre chose importante, l'obligation est concrètement, on est d'accord, d'établir donc ce document. Mais l'important pour moi, c'est pas tant d'avoir un bout de papier, c'est-à-dire que pour moi, c'est évaluer les risques, c'est d'avoir une prise de conscience de ce qui se passe dans la boîte et qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière. Donc on ne peut éviter les risques, on ne pourra éviter des risques dans une entreprise que si on réalise une vraie évaluation des risques basée sur des activités. Parce qu'il y a des fois, j'entends, ah oui, mais on a fait ça avec des fiches de poste ou des fiches de fonction, comme ça dans un coin de bureau. Non, il y a toujours une différence entre le travail prescrit et vraiment le travail réel sur le terrain, sur ce qui se passe. C'est pour ça que je vous disais que c'est important d'aller sur le terrain, d'aller voir vraiment concrètement comment font vos agents. Et pas simplement d'avoir pour but de pouvoir présenter ce fameux document à l'inspection du travail. Non, c'est vraiment avoir cette philosophie derrière, de vouloir faire avancer les choses en prévention. Point important aussi, donc c'est l'article 41-41-1, c'est informer vos salariés. Souvent, j'entends, quand je passe dans les entreprises pour faire des visites de preuve, les collaborateurs qui me disent, mais je ne sais pas ce que c'est que l'évaluation des risques. Et pourtant, je sais qu'elle a été faite dans l'entreprise. Une fois que le document est rédigé, il faut informer vos collaborateurs.
C'est vraiment important pour eux. C'est-à-dire que vous allez leur dire, OK, il y a tel risque, mais surtout, on le prend en compte, en fait. On fait attention à vous, on va mettre telle et telle chose en place et leur présenter le plan d'action. Et ça va permettre aussi que eux puissent vous faire des remontées d'informations en vous disant, ben, ah oui, là, j'ai vu que vous avez analysé ça comme risque, mais vous avez oublié tel risque. Ça peut aussi être vraiment dans les deux sens. Donc, l'employeur prend les mesures appropriées pour assurer l'information des travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés. Donc, clairement, en leur présentant l'évaluation des risques, ben, ça répond à cette obligation-là. Et sur les moyens de protection mis en place. Alors après, je mets quand même un petit bémol sur les risques psychosociaux. Pourquoi? Parce que pour en rédiger pas mal, des fois, il peut y avoir des données un petit peu sensibles. Donc, il y a des choses sur les RPS qu'on peut diffuser. Donc, nous, on a toujours un bilan assez générique où ça, tu peux diffuser à tous les collaborateurs. Et un plus détaillé où tu as vraiment des choses qui, des fois, peuvent mettre mal à l'aise si c'est diffusé à tout le monde. Donc là, je suis d'accord. Celui-là, il n'est pas forcément diffusé. Mais la partie générique pour dire, OK, bah, je sais pas, on va former les managers au RPS, on va mettre telle et telle chose en place, là, c'est différent. D'accord? Alors, petit focus quand même sur les principales erreurs qu'on peut rencontrer en Polynésie. Donc là, j'ai rien inventé, c'est ce qui a été présenté au JSST de cette année par donc la CPS, mais je suis tout à fait d'accord avec eux parce que je le vois vraiment au quotidien. Donc déjà d'une, il y a tous ceux qui n'ont carrément pas d'évaluation des risques, qui ne savent pas que ce document est une obligation réglementaire depuis donc fin 2013, début 2014. Ensuite, on a tous ceux qui ont le document mais qui n'est pas à jour. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, bah là pour le coup, la sanction elle va tomber puisque vous êtes pas du coup dans les clous. Ensuite, on a aussi beaucoup de gens qui me disent, mais moi j'ai une évaluation des risques, je comprends pas. L'inspection elle me dit que ça va pas. Tout simplement parce qu'elle est inappropriée. On en a un peu parlé tout à l'heure. Ça peut être des choses qui n'ont pas été prises en compte. Par exemple, tu as une nouvelle machine, tu t'es agrandi, etc., et tu l'as pas mis dans ton évaluation. Ou alors une vieille machine que ça fait 10 ans que tu n'as plus, mais qu'on voit toujours la ligne dans le document. Ça sert à rien de la garder, en fait, parce qu'il y a des fois, il y a des sociétés où ça fait, je sais pas, une centaine de lignes, le fichier. Donc, ça sert à rien de s'alourdir et de chaque année repasser dessus, quoi. On met vraiment à jour le document, donc on enlève ce qui ne sert à rien et on rajoute surtout les nouveautés. Après, c'est aussi l'idée que tu peux être passé à côté d'un risque, en fait. Par exemple, le coronavirus, il n'y avait aucune société qui avait ce risque-là. Maintenant, il a été rajouté dans plein de structures. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas encore conscience de ce risque-là. Et enfin, le dernier, et le plus rageant pour moi, c'est l'absence de plan d'action. Parce que on a commencé quelque chose, mais c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout, en fait. Donc, quand vous faites appel à un des prestataires extérieurs, oui, certes, ils ont fait l'évaluation des risques, mais jamais on pourra faire votre plan d'action. Nous, on propose des choses, mais derrière, c'est à l'employeur de dire ça on va faire, ça on va pas faire, ça on fera l'année prochaine, ça on va budgétiser parce que par exemple, s'il faut faire une mise en conformité ELEC, bah, on sait que ça coûte un bras quand même. Faut pas se leurrer. Donc ça va pas être forcément fait cette année, mais c'est pas grave. L'idée c'est que tu puisses justifier que tu l'as vu et que tu vas le prendre en compte. Ça peut arriver d'avoir des problématiques de trésor, on connaît tous ça à un moment donné, mais l'idée c'est de justifier que vous l'avez vu et vous allez le prendre en compte. Vous budgétisez pour ça. Alors pour terminer, les principes d'une bonne évaluation des risques, c'est quoi? Donc pour moi déjà, l'évaluation, c'est la base indispensable. Je vous ai dit, c'est la première des choses, c'est la première brique, on va dire, dans un process, dans une démarche de prévention vraiment efficace. Elle doit être vraiment adaptée à la taille de l'entreprise. Des fois, on me dit, ah oui, mais j'ai trouvé une trame d'un voisin, d'un collègue, un truc sur Internet, un truc bateau, et en fait, tu vois que c'est pas du tout adapté à la structure. Donc c'est vraiment important alors je veux bien que vous alliez chercher des choses sur Internet, je pense qu'on a tous déjà fait à un moment donné de notre vie, de regarder ce qui se fait un peu à droite à gauche, mais l'idée c'est vraiment s'inspirer, mais après transformer le document pour qu'il cadre vraiment à votre structure. Donc adapté à la taille de l'entreprise, à son activité, parce que du coup on a tous des risques différents. Tu peux pas les pomper. Là vous êtes 3 secteurs d'activité différents, c'est sûr que on va pas avoir la même évaluation. Et aussi à sa situation. Enfin, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, des échanges indispensables entre les différents acteurs, que ce soit en interne ou en externe. C'est-à-dire qu'en interne, aller voir les opérateurs qui font vraiment l'activité pour voir avec eux les risques et surtout pour la partie cotation, c'est important, la gravité et la fréquence.
Donc, les acteurs en interne, les représentants du personnel, la direction. Et puis, en externe, faut pas oublier que du coup, vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Donc, soit, comme moi, des intervenants en prévention des risques professionnels, soit la médecine du travail. Enfin, voilà, vous avez quand même des acteurs en externe qui peuvent vous aider. La CPS aussi, elle peut être aussi source de recommandations. Il ne faut pas hésiter à solliciter le service prévention. Autre élément aussi, c'est pour moi, c'est un processus dynamique. C'est-à-dire, c'est pas je rédige le document une fois par an, puis après je le laisse dans une armoire, dans un tiroir. C'est vraiment qu'il y a un plan d'action derrière. Donc en fait, alors pour répondre tout de suite à ta question, parce que j'ai peur de l'oublier tout à l'heure, le plan d'action, est-ce qu'on le met avec les unités de travail ou est-ce qu'on le met à part? Moi, j'aime bien le mettre à part. Pourquoi? Parce que sinon, pour le faire vivre ton plan d'action, tu vas rouvrir tous les onglets, unité de travail, je sais pas, admin, prod, et donc suivre tous ces différents onglets, c'est difficile. Par contre, quand tu as un plan d'action à part, tu as un seul fichier, et donc pour faire la dynamique en fait de mise en place, de relance, de qu'est-ce qui bloque, est-ce que là on a fini, où est-ce qu'on en est, etc. C'est bien d'avoir tout dans le même document. Après, voilà, il n'y a pas d'imposition, hein, c'est juste moi mon ressenti de comment on le présente en tout cas. Donc l'idée, c'est que en général, pour que ça fonctionne bien, une fois que vous avez rédigé votre évaluation des risques, régulièrement, vous vous revoyez en réunion CHSCT ou DP pour bosser sur le plan d'action, en fait. Pour dire, bah là, déjà déterminer, c'est tout bête, hein, mais dans un plan d'action, bien sûr, tu as l'action, tu as le délai, mais tu as surtout déterminé une personne responsable de l'action. Parce que si tu te dis, bah, il y a l'action à faire, mais que tu n'as pas déterminé qui va le faire, tout le monde le sait, mais on va pas aller dire, oh, c'est bon, je fais, quoi. Et le délai. Et le délai. Donc, il faut vraiment faire le plan d'action correctement et lors de réunions périodiques. Donc, ça va dépendre des sociétés. Il y a des fois, on a besoin tous les mois, d'autres, ça va être tous les trimestres. Mais en tout cas, se voir régulièrement pour avancer sur ces sujets de fond. Donc, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Et les entreprises qui me disent, ah, mais on l'a fait le document, mais je le retrouve pas, c'est que c'est pas une dynamique. C'est que c'est pas une vraie évaluation des risques. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. D'accord? Ne doit pas être vécu comme une contrainte, mais pour moi, je le vois plutôt comme une opportunité, et un facteur de progrès, de performance pour vous améliorer en santé sécurité. Un collaborateur qui est bien dans ses baskets, auquel tu fais vraiment attention, bah, il sera beaucoup plus productif, plus créatif, plus dynamique, et donc forcément, il y aura un gain économique quelque part pour l'entreprise. Donc c'est important de travailler sur ça. Autre élément, une évaluation des risques réussie nécessite l'implication déjà de base du chef d'entreprise. C'est-à-dire que ça peut pas être par exemple le chargé QSE, hein, s'il a envie lui de faire avancer les choses, mais que tu as la direction de l'autre côté qui tire, qui a pas envie, à un moment donné, ça va pas matcher. Donc il faut déjà que la tête, elle soit déjà imprégnée, qu'elle ait compris cette démarche pour faire avancer les choses. Et puis, je vous l'ai dit, démarche participative. Donc, on fait participer les représentants du personnel et puis surtout les collaborateurs. Parce qu'ils seront très contents d'aller vous expliquer, ah oui, mais en fait, là, ça me met en difficulté. Pourquoi? Parce que vous prenez du temps pour eux. Encore, on s'intéresse à eux. Et puis, la prise en compte du travail est réelle, je vous l'ai dit aussi, du coup, tout à l'heure. Donc pour terminer, c'est un outil d'amélioration continue. Vous mettez pas la pression en disant ah mais on a trop de choses à faire. Alors nous du coup quand on fait des évaluations, on va apporter au client par step par step. C'est-à-dire que nous on a notre expertise où on peut vraiment affiner, aller dans le détail. Mais pour une première évaluation, on va sortir les grandes lignes parce que sinon malheureusement au début de la création de la société, on le faisait et ça faisait peur aux gens. En fait, quand tu as des tableaux avec des milliers de propositions de plans d'action, les gens se disaient, mais en fait, on n'y arrivera jamais. L'idée, c'est pas ça, c'est d'y aller pas à pas. Donc, au départ, on va faire les grosses actions, les choses vraiment prioritaires. Si, par exemple, vous avez un risque qui est pour, je sais pas, 10 collaborateurs et un autre risque pour un seul collaborateur, on va d'abord privilégier le plus de collaborateurs impactés. D'accord? Donc, on va essayer de réguler aussi comme ça. Donc l'évaluation des risques, elle permet de déterminer les situations de travail exposant à des facteurs de risque, de prioriser, bien sûr, les différents risques que vous aurez analysés et établir un plan d'action cohérent. Là aussi, des fois, on voit des plans d'action où en fait, c'est des choses génériques qu'on voit dans une autre société qu'on veut appliquer chez nous. Non, il faut se poser la question, est-ce que chez moi, c'est pertinent ou pas? On ne peut pas faire du dupliqué d'une éval à une autre.
maîtriser au mieux du coup les risques professionnels et améliorer les conditions de travail de vos salariés et informer les salariés sur les risques encourus, puisque je vous ai dit que c'est aussi une obligation d'informer votre staff de ce qui se passe comme risque. Donc tout ça, en plus de, bien sûr, on a vu en introduction, diminuer les accidents du travail, diminuer les maladies professionnelles et finalement avoir une meilleure image de marque de votre société. Alors, au sein de Fais-nous Aprève, on peut vous proposer certaines choses. Donc après, à vous de voir si vous voulez le faire en interne ou si vous avez besoin d'aide. Donc nous, on a différentes formules d'évaluation des risques. On a la première, ce que j'appelle basique, qui va reprendre la partie risques physiques et risques psychosociaux. Ensuite, on a les EVRP mises à jour, c'est-à-dire que vous avez déjà une trame spécifique et vous voulez qu'on vienne mise à jour, enfin faire une mise à jour. Après, on a aussi des clients qui ont une trame mais qui la comprennent pas parce qu'elle est des fois très compliquée. On trouve des choses des fois super compliquées sur Internet. Nous, l'idée, c'est que ce soit des choses pratico-pratiques. Donc, on va vous laisser l'essentiel dans le fichier Excel pour que justement vous soyez en capacité de vous l'approprier. L'idée, c'est pas tant que nous, on repasse chaque année, c'est que vous soyez en capacité de faire évoluer la prévention chez vous. Ensuite, on a les EVRP spécifiques risques psychosociaux. Pourquoi? Parce que sur le territoire, il y en a qui ont fait les risques physiques, mais qui ont complètement occulté la partie risques psychosociaux. Et pourtant, on a vu en introduction, dans le code, on nous dit bien, l'employeur, il est garant de votre santé physique et mentale. En fait, des fois, on passe juste pour la partie psycho. Sinon, on propose des formules. Donc des formules, comme on doit mettre à jour l'évaluation des risques régulièrement, autant que nécessaire et minimum une fois par an, nous on propose des formules. Donc ça peut être, par exemple, on vous le fait une première fois et l'année d'après, on revient faire votre mise à jour. Sachant que vous avez du coup plus rien à vous occuper, automatiquement, on va vous rappeler en vous disant, voilà, on arrive à échéance de la première évaluation, il faut qu'on repasse dans telle période, est-ce que vous êtes dispo? Et puis, ça prend en compte, nous, puisqu'on s'engage du coup sur 2 ans, ça prend en compte aussi la mise à jour autant que nécessaire. C'est-à-dire que si tu as un accident, tu as une nouvelle machine, le moindre truc, en fait, nous, on va repasser. Donc ça en général, ça plaît pas mal. Et le dernier, c'est la même chose, mais c'est sur 3 ans du coup. Ça, la première évaluation et après les 2 années de suivi pour la mise à jour, sachant que du coup, c'est plus intéressant de prendre des packages comme ça puisqu'on a des tarifs réduits. Comme on connaît déjà en fait vos risques, on connaît déjà le site. Pour nous, les préventeurs, ils connaîtront déjà un peu mieux vos sites. Donc, entre guillemets, la première année, c'est un peu plus galère pour nous, mais les années d'après, ça va plus vite. Donc, en fait, on fait des tarifs dégressifs. Donc, il y a aussi cette idée chez Fais-nous Aprève, comme je vous ai dit, dans nos 4 casquettes, il y a l'animation, c'est-à-dire mettre à disposition des chargés de prévention. Donc, une fois qu'on a fait votre évaluation, on peut aussi vous aider sur la partie plan d'action. Parce qu'il y a des fois des sociétés, malheureusement, je l'ai vu, mais trop tard, on faisait les évaluations et en fait, quand on revenait pour la mise à jour, on nous disait, mais en fait, on n'a pas avancé, Marilyn, sur le plan d'action. Et l'idée, c'est quand même ça, c'est que vous avanciez entre-temps sur le plan d'action. Donc nous, on peut quand même, du coup, on a rajouté cette casquette-là aussi, où nos chargés de prévention peuvent venir dans vos sociétés pour faire avancer un petit peu la partie plan d'action. Après, il peut y avoir autre chose. Donc ça, c'était, on le rédige pour vous. Donc c'est ce que je conseille sur les sociétés qui se lancent, parce que des fois, c'est pas ton métier et c'est super long à faire. Donc ça peut être plus rapide de faire appel à un prestataire extérieur. Mais sinon, il y a l'autre cas de figure, c'est la formation. Donc nous, on est en capacité aussi de vous former pour vraiment que vous ayez cette philosophie, cette technique en fait pour rédiger vous-même votre évaluation. Donc au programme, donc on aborde les différentes définitions générales, les principes généraux de prévention, hein, les 9 PGP qu'on entend souvent parler. On parle bien sûr d'obligations réglementaires. On fait une passe un petit peu comme on a vu là sur les principes d'une bonne éval. Et puis on commence. Donc le vif du sujet, c'est la démarche, l'évaluation, comment on y va, étape par étape, quels sont les documents à récolter, etc. Et puis on voit les principaux risques. Donc là, tout à l'heure, je vous les ai fait lister. On a fait une chasse aux risques. Là, c'est chaque risque. On va les étudier. On va regarder quelles sont les situations dangereuses qui peuvent exister. Et surtout, derrière, on vous apporte des mesures de préve. Alors, les mesures de préve, elles sont là à un instant T, mais elles évoluent tout le temps. Donc, en fait, après, c'est à vous d'avoir cette philosophie, d'aller toujours vous renseigner pour améliorer les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, les produits chimiques, ça évolue tout le temps. Donc, un produit qui est dangereux à un moment donné, il y en a peut-être un autre qui fera la même chose, mais moins dangereuse. Ou des nouvelles technologies, comme justement au niveau des troubles musculo-squelettiques, la manutention avec les exosquelettes, les choses comme ça.
Et puis surtout, on fera beaucoup de cas pratiques. Nous, on est vraiment dans la mise en pratique. Donc, on a des chasses au risque statiques, comme on a fait là tout à l'heure à l'écran. On en a avec le logiciel. Et après, deuxième étape, c'est sous forme de vidéo. Donc, on a des mises en situation dans des entreprises. Et puis, parce que sur le terrain, faut pas se leurrer, hein. Ce sera pas comme là, en statique, où tu as le temps de retour en arrière, de machin. Ça va très, très vite. Les agents, ils travaillent, en fait. Donc, tu peux pas les arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais, etc. Donc là, l'idée, c'est de voir une vidéo et de pouvoir voir comment on fait pour, pendant que les agents sont en train de travailler, aller analyser et après voir quelles sont les questions à poser et après proposer des choses. Donc, on y va pas à pas, du coup, avec notre méthodologie, hein, de façon pédagogique de travailler. Donc cette formation, elle est sur 2 jours. Donc on peut la faire soit dans vos locaux. Donc en général, on se déplace à partir de 4 collaborateurs. Ou alors vous pouvez venir du coup dans notre salle en fonction d'un calendrier du coup prédéfini. Donc, on en a régulièrement qui viennent. Donc là, j'en ai plus sur 2023, mais on recommencera en février. Donc ce sera le 13 et 14, le 10 et 11 juin et le 24 et 25 octobre 2028. Donc là aussi, à vous de voir suivant vos temps aussi, hein, parce que c'est très chronophage, une évaluation des risques. Surtout quand t'es pas forcément du métier. Nous, voilà, c'est un peu un jeu pour nous, hein. Les chasses au risque, c'est vraiment, pour nous, c'est super sympa, mais j'entends bien qu'en plus de vos casquettes, ça peut être compliqué. Donc à vous de voir si vous avez le temps du coup de rédiger vous-même ce document, de faire la mise à jour. En général, on a plutôt des entreprises qui prennent des abonnements sur les 3 premières années. Et après, quand ils ont vu comment ça fonctionne bien, font la formation et restent autonomes après. L'idée, c'est pas que vous soyez enchaîné avec nous après, c'est que vous soyez autonome, hein, on est d'accord. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions ou quoi. Nous, ce qu'on aime bien lors de nos formations, c'est que justement, ce soit interactif. Donc, bien sûr qu'on a notre PowerPoint, on a notre déroulé pédagogique, mais derrière, c'est pouvoir répondre aux questions et s'adapter à la société. Donc, dans ce genre de formation-là, en général, les personnes qui ont un petit peu commencé leurs évaluations, elles viennent avec, puis on regarde un peu, bah là, tu aurais dû faire comme ça, là, tu pourrais faire comme ça, la regrouper, etc. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un point important, ouais, j'aurais dû le rajouter, c'est la définition des unités de travail. En fait, pour faire une évaluation des risques, on va regrouper des risques communs. Donc, en fait, on le fait en général par métier ou par zone géographique. Ça dépend des structures. Par exemple, un boucher, qui soit telle entreprise ou une autre, c'est à peu près les mêmes risques. Donc voilà, j'ai fini sur du coup, la présentation. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ce thème? Vraiment, tu as répondu à ma question, notamment sur les unités de travail. Ah ok, voilà. J'avais pas pensé à le rajouter avant. Donc, non, pas spécialement. Je disais qu'il faut faire attention quand on va se renseigner sur les sites internet sur lesquels il faut aller ou il ne faut pas aller. Ouais. Est-ce que tu aurais des recommandations Alors ouais, moi j'utilise souvent l'INRS, INRS.fr. C'est vraiment, on va dire, c'est la base. Moi, je suis tout le temps sur leur site. Ils sont vraiment source de propositions, mais sur plein de choses. Donc en fait, tu peux taper ton risque et ils vont te faire des petits récaps en fait sur des choses à regarder. À un moment donné, tu disais, si on n'a pas fait nos documents, effectivement, la CPS ou l'inspection du travail peut revenir sur nous pour vérifier si on a fait quoi que ce soit. Dans les accidents du travail, il y a les accidents en déplacement. Le trajet. Ouais, c'est le trajet. Alors, dans les trajets, il y a venir au travail et repartir aussi. Oui. Quelqu'un qui a un accident de la route, la CPS peut venir nous voir et voir si on a fait quelque chose par rapport à ça. Sur un accident de trajet? Ouais, admettons un employé qui vient en chemin, enfin, je pense pas sur ça. Est-ce que systématiquement, quand il y a un accident, on vient nous voir? Alors, accident du travail, oui. Accident de trajet, je pense pas qu'ils s'amusent. Il y en a énormément, en fait, hein. Après, les agents de prévention, ils sont que 4? 4 ou 3, je sais plus, je crois qu'ils en ont perdu une. Ils ont pas le temps, en fait, de tout faire. C'est clair. Ils ont pas le temps. Après, ça peut être des contrôleurs aussi. Là, on parle de la cellule prévention, donc ils peuvent vous donner des recommandations. Ils sont présents en réunion CHSCT, en réunion DP, par exemple.
Mais je pense pas que sur un accident de trajet, enfin après, je suis pas de la CPS, hein, vaudrait mieux que tu leur demandes à eux, mais je pense pas qu'ils aient le temps de tout faire sur ça. Mais en tout cas, risque vraiment dans ton entreprise, il s'est coupé sur une machine, il a perdu un bras ou il est décédé, c'est clair que c'est la première chose qu'on va regarder. Mhm. Dans les JSST, justement, ils avaient vraiment insisté sur l'augmentation du nombre d'accidents du travail au trajet. Mm. C'était une augmentation de l'ordre de 20%, enfin, c'était assez Ouais, c'est conséquent. pas mal, ouais. Et que du coup, ils ont bien mis l'accent sur le fait qu'il fallait en tenir compte dans l'évaluation des risques professionnels. Et ils ont bien répété que l'employeur était censé agir aussi. Comment? Mais après, tu peux Euh, avoir différentes choses. C'est par exemple des sociétés qui font du travail de nuit et ton collaborateur, quand il vient ou quand il rentre chez lui, il est super fatigué. Donc ça peut être, il y en a sur le territoire, hein, ils ont mis des dortoirs tout simplement. Ou la mise à disposition de café, de choses qui reprennent pas tout de suite le trajet, le volant, ouais, pour aller chez eux. Pas d'autres questions? Non. On est bon. Alors du coup, juste pour finir, le prochain, ce sera donc le 8 décembre. Le 8 décembre, ce sera sur les présidents de CHSCT, donc Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc là, c'est quand on a plus de 50 salariés. On va voir du coup les rôles et missions. Parce qu'en fait, il y a des formations qui existent spécifiques pour les membres CHSCT, qui sont donc élus, où c'est vraiment très encadré, on sait bien expliquer les missions et tout. Mais en fait, il y a beaucoup de présidents de CHSCT qui sont un peu mis à la tête du CHSCT sans savoir forcément Oui. qu'est-ce qu'ils sont censés faire, comment ça se passe. Et le président, c'est le directeur, ouais, c'est à le moins qu'il ait délégué à quelqu'un. Ça peut être toi, par exemple. Donc là aussi, on a ce thème-là. Après, comme je vous disais aussi, s'il y a des thématiques particulières en prévention que vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, pour me dire, voilà, Marie, on aimerait bien un petit topo sur telle thématique. Il n'y a vraiment pas de souci. Au contraire, on est preneur sur ça. L'idée, c'est de partager un petit peu nos connaissances et faire évoluer les choses. Après, on a aussi d'autres outils, d'autres jeux pédagogiques où on se dit ça pourrait être bien lors d'un café prév de faire participer sur des jeux aussi pédagogiques sur les acteurs en prévention, par exemple. On a des choses sur le sexisme aussi. On a des choses sur la QVT. Enfin voilà, on a plein d'outils et on se dit ça peut être sympa aussi de le faire sous cette forme-là, une forme de café prév. Voilà. Ben, merci beaucoup de votre attention.